Nous avons maintenant en face de nous quelques grands milliardaires extrêmement riches, extrêmement puissants, qui contrôlent l'opinion publique par des choses comme Facebook, comme X, comme d'autres plateformes, qui contrôlent l'économie dans des dimensions qui sont presque inimaginables, qui contrôlent le progrès technologique et qui contrôlent évidemment le domaine du politique. Car il est très clair que même le plus infime de ces grands milliardaires a beaucoup plus de poids que maintenant un chef d'État de la Slovaquie ou des Pays-Bas ou probablement même de la France. Nous avons l'immense joie de recevoir aujourd'hui David Engels, qui est un universitaire belge, historien, essayiste. Il a été donc de 2008 à 2018 occupé donc, de la chaire d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles et il travaille donc aussi comme analyste politique à l'Institut Zakotny en Pologne, également professeur à l'ICES en Vendée. Il est auteur de nombreux ouvrages qui incluent donc le déclin de l'Occident en 2013, que faire en 2019, défendre l'Europe civilisationnelle en 2024, j'ai oublié aussi rénovation au bas. Il analyse donc les dynamiques économiques, sociopolitiques de notre époque en comparaison avec l'histoire des civilisations. Merci beaucoup, cher David. Oui, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler dans le cadre de l'Academia Christiana. C'est toujours une très belle possibilité aussi pour moi d'aller de Pologne en France et de nous mesurer un peu où on en est dans ce magnifique pays. Alors, je parlerai, ou en tout cas on m'a demandé aujourd'hui de parler de la situation économique, non pas maintenant d'un point de vue statistique ou maintenant chiffré, mais plutôt du cadre plus général pour répondre finalement à cette question qui dirige. Et j'ai décidé de ne pas maintenant lire un texte, mais de plutôt improviser quelque chose pour rendre cela un tout petit peu plus, disons plus fluide. Alors, tout d'abord, on constate quand on regarde l'histoire des grandes civilisations que chaque civilisation finalement est basée sur une approche très spécifique de la transcendance, du fait d'avoir une société holistique qui est organisée autour d'une certaine vision de la divinité. Et toute la société, que ce soit le domaine du clergé, que ce soit du domaine du proto-politique ou du domaine de l'économique, est organisée en fonction de ce but suprême collectif, c'est-à-dire organiser notre vie ici en vue, en vision de quelque chose de supérieur qui vient après, qui est au-delà. Mais on voit aussi que dans chaque civilisation, cette première phase bascule rapidement vers une seconde phase qui est une phase finalement de matérialisme. Dieu est remplacé par la matière ou par l'homme, l'intériorité par l'expansion, la théologie par la science, l'un par le multiple. Donc on rentre vraiment dans quelque chose qui peut s'apparenter, si on veut citer Guénon, au règne de la quantité. Et on voit ça dans chaque civilisation diverse qu'il y a à chaque fois cette deuxième phase. Or, vous allez vous demander en quoi est-ce que ça nous intéresse maintenant, nous particulièrement dans notre situation. Eh bien, parce que j'estime, et je n'en suis certainement pas le seul, qu'actuellement, ce que nous vivons dans le cadre de notre civilisation européenne, c'est sans doute l'apogée de cette antithèse, si vous voulez, du règne, du multiple, de la quantité, de la matière, de l'égoïsme individuel, d'un pseudo-humanisme, d'un matérialisme, d'un hédonisme, etc. Et ce sommet, ce point culminant, est caractérisé par un style de gouvernement que, en citation ou en clin d'œil au philosophe allemand Oswald Spengler, j'ai appelé une fois le socialisme des milliardaires. Alors, qu'est-ce que c'est ce socialisme des milliardaires? Eh bien, on voit très bien dans l'histoire des dernières décennies, et cela peut aussi s'appliquer moyennant
quelques spécificités civilisationnelles à d'autres cultures, eh bien, on observe que les grands mouvements matérialistes de la modernité européenne sont en train de converger vers un seul type de gouvernement, que ce soit le socialisme, qui est basé sur la supériorité du collectif, que ce soit le libéralisme qui est basé sur un prétendu humanisme, donc la supériorité de l'égoïsme individualiste, ou l'écologisme qui est basé sur la supériorité, de nouveau matérialiste, de la nature, de notre mère, la Terre. Hein, donc ce genre de panthéisme qui cache mal finalement un genre de matérialisme. Eh bien, on voit bien que ces trois formes d'idéologie sont en train de converger dans ce qu'on peut appeler le socialisme des milliardaires, où nous avons un style de gouvernement ou d'organisation sociale qui correspond à une polarisation extrême entre d'un côté quelques grands milliardaires, pour faire facile. Hein, dans les États socialistes, c'était les chefs du parti, ou dans une future dictature écologiste, ce seront probablement les activistes qui protègent le climat. Bref, on aura une petite minuscule élite qui finalement domine presque entièrement le domaine du secteur économique, politique, culturel, etc. Et puis une large masse paupérisée, dépossédée, infantilisée, fragmentée de ce qu'on aurait appelé jadis la plèbe, quelque part, donc vraiment les foules tout à fait dépossédées. Tout cela, évidemment, se fait sur le dos, pourrait-on dire, de la classe moyenne qui, pendant un certain temps, était l'élément qui portait les démocraties libérales, bourgeoises, et qui, pour le moment, est en train d'être éradiqué au profit de ces deux extrêmes. Or, ces milliardaires, jusqu'à maintenant, en tout cas, ont essayé d'arriver à leur fin. Je ne dis même pas que ça a été de manière consciente, chez certains certainement, d'autres ont suivi probablement l'évolution morphologique assez inconsciente. Ces milliardaires donc essayent de faire passer leurs mesures d'expropriation de la classe moyenne en mettant en avant non plus une rhétorique ultralibérale, mais plutôt de gauche. Hein, on voit ça très bien, que ce soit Amazon, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, jusqu'à il y a un certain temps aussi Musk et d'autres personnes, ont été largement solidaires dans une attitude, disons, positive par rapport à des éléments comme la lutte contre la droite, dans la protection du climat, dans la lutte pour la diversité, dans les mouvements LGBT, dans la lutte de la démocratie contre l'autoritarisme, etc. Jusqu'à maintenant, donc, en gros, il y a eu une certaine coopération entre ces grands milliardaires aussi longtemps qu'il y avait encore du butin à distribuer. Ce processus, il est à peu près achevé maintenant. Hein. La classe moyenne, elle n'existe pas, ou en tout cas, ce qui en reste est plus ou moins dépendant des financements de l'État ou d'autres. En tant qu'élément indépendant de personnes qui vraiment auraient leur petite moyenne entreprise absolument indépendante, d'autres grandes forces économiques, la classe moyenne a été plus ou moins éradiquée. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu
qui sera une véritable ruche du bien commun, un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Donc l'objectif est atteint. Nous avons maintenant en face de nous quelques grands milliardaires extrêmement riches, extrêmement puissants, qui contrôlent l'opinion publique par des choses comme Facebook, comme X, comme d'autres plateformes, qui contrôlent l'économie dans des dimensions qui sont presque inimaginables, qui contrôlent le progrès technologique et qui contrôlent évidemment le domaine du politique. Car il est très clair que même le plus infime de ces grands milliardaires a beaucoup plus de poids que maintenant un chef d'État de la Slovaquie ou des Pays-Bas ou probablement même de la France. Ce qui était jadis vu comme domaine politique est devenu un genre de théâtre de marionnettes finalement qui cache mal les véritables luttes qui se passent derrière les rideaux. Or, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est en train de se passer pour le moment et qui était prévisible d'ailleurs aussi. Il y a quelques années, j'avais déjà, je crois même sur cette plateforme-ci, annoncé plus ou moins ce qui allait se passer et ce qui s'est passé ces derniers mois, si on veut. C'est-à-dire que certains de ces milliardaires comprennent que la première phase de cette lutte d'influence est terminée et qu'il y a une deuxième maintenant qui va commencer. Cette deuxième phase, c'est la lutte du tout pour le tout. D'ailleurs, il ne suffit plus maintenant de parasiter, si on veut dire, les classes moyennes pour procéder à ce mouvement de biens de la classe moyenne vers ces milliardaires. Mais maintenant se pose la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et vous savez que tout système oligarchique est relativement instable, car ces oligarques, à partir du moment où ils n'ont plus un but d'expansion commun, vont commencer à rentrer en compétition les uns avec les autres, avec comme but ultime le pouvoir sur le monde. Il s'agit de rien de moins que cela à ce moment-là. Du monde, disons, peut-être dans une première phase, ce qu'on peut appeler l'Occident ou civilisation européenne, mais in fine sur le monde. Et le premier qui a très bien compris ça, c'est Elon Musk. Elon Musk qui a compris que désormais la trêve était terminée et qu'il fallait assurer un niveau tout à fait particulier dans cette lutte entre les grands oligarques, en comprenant que continuer à jouer sur le terrain de l'entente gauchiste des grands milliardaires n'avait plus de sens et qu'il fallait pour ainsi dire, étendre le domaine de la lutte. Et il a compris qu'il y avait un vaste domaine qui, pour le moment, échappait à ce discours-là, et c'était la droite. Et c'est lui qui est le premier qui a fait ce mouvement de se dire, si je me positionne maintenant à droite, je suis le premier, je suis à peu près le seul, et si j'envoie les bons signaux, il y a au fond une moitié de l'électorat qui jusqu'à ce moment-là ne s'est pas trouvé représenté dans ce système économique qui va en gros se soumettre à moi. Et c'est ça qu'il a fait en relativement peu de temps, ce revirement d'ailleurs partiel d'un discours plutôt de gauche vers un discours
plutôt de droite. Et ça a permis non seulement évidemment la victoire de Donald Trump, mais aussi la situation actuelle qui correspond, comme je l'ai écrit plusieurs fois, si vous tentez de trouver des parallèles dans l'histoire, qui correspond à peu près à l'union révolutionnaire d'ailleurs des membres du premier triumvirat à Rome, où là aussi subitement des personnages comme Pompée, comme Crassus, comme César, qui avait beaucoup moins d'importance à ce moment-là, évidemment, qui était juste un genre de façade pour l'alliance de ces deux hommes, ont compris que continuer à se faire la compétition ne servait pas à grand-chose, mais si on pouvait mettre en avant les forces combinées de la richesse et du pouvoir politique et de l'influence politique, cela pouvait permettre de mettre entre parenthèses finalement les institutions romaines et de fait annexer le pouvoir sur l'Empire. C'est ça que Donald Trump et Elon Musk ont fait ces derniers mois, et dès lors on a dans les mains de deux personnes l'union totale du contrôle sur l'opinion publique, grâce à X, le pouvoir sur l'empire le plus puissant du monde qui reste toujours les États-Unis, sur la bombe nucléaire, sur tout ce qui est électromobilité, sur tout ce qui est le vecteur le plus important de l'expansion spatiale, le contrôle d'une partie très importante des satellites, la technologie du futur avec des dystopies telles que Neuralink. Tout cela, vous l'avez désormais dans les mains d'un petit groupe de personnes. Donc c'est vraiment un stade auquel les autres oligarques se sont soumis pour le moment, avec une facilité d'ailleurs assez étonnante. Vous avez vu que tous les autres, que ce soit Gates, Zuckerberg ou d'autres, du moins formellement, ont prêté allégeance à ce système-là. Non pas parce que ça les convainc, mais parce qu'ils voient que pour le moment, toute résistance frontale est inutile et qu'il faut attendre. Il faut attendre les évolutions futures. Et ces évolutions futures, nous les verrons, en effet, car ce qui semble évident, c'est que cette stabilité actuelle ne durera pas. Donald Trump a déjà un certain âge, les intérêts entre certaines personnes qui font partie de ce groupe politique ne sont pas les mêmes, donc nous verrons probablement assez rapidement un renouveau de lutte, probablement même à l'intérieur du parti républicain, non sans rappeler d'ailleurs les luttes qu'on a connues à l'intérieur du parti des Césariens à Rome. Ce que je veux vous dire par ceci, c'est qu'on n'est pas entré dans une période de stabilité, mais plutôt au contraire, probablement d'une radicalisation, d'une certaine lutte pour le pouvoir global, dans lequel la gauche va probablement revenir en partie, mais où l'accent principal du pouvoir va bouger de l'idéologie vers les personnes. Jusqu'à maintenant, le domaine politique était, en tout cas formellement, un terrain, enfin c'était surtout un enjeu idéologique pour décider si soit l'idéologie de gauche ou libérale ou conservatrice ou écologiste allait être représentée un peu plus ou un peu moins dans certaines institutions et dès lors dominer ou décider du futur. Ce domaine de l'idéologie, je crois qu'il va être de plus en plus balayé au profit de certains grands personnages qui rentrent dans une lutte politique pour le pouvoir total et qui contrôlent des partis de l'opinion, qui ont une fortune immense qui leur permet d'acheter ce qu'ils veulent, de créer eux-mêmes donc des institutions qui n'ont pas besoin de se baser sur l'État, même s'ils peuvent le prendre en otage, mais qui ont assez de pouvoir eux-mêmes pour justement mettre en œuvre ce qu'ils veulent et qui ne se servent d'aspects idéologiques que, disons, comme un genre d'élément assez superficiel pour repolitiser l'opinion publique. Mais déjà maintenant, quand vous regardez ce qu'il y a en tant qu'idéologie derrière les grands personnages qui dominent ce monde, on voit très bien que c'est extrêmement faible, extrêmement contradictoire, que ça peut changer du jour au lendemain et qu'au fond, il s'agit moins maintenant d'être convaincu de tel ou tel élément, mais plutôt d'adhérer à une personnalité, au charisme d'une personne et de s'allier avec sa cause.
Alors on passera très certainement à travers une phase de désordre, non seulement aux États-Unis, mais très certainement aussi en Europe. Et alors, à la fin, dans une vingtaine d'années peut-être plus court, on verra probablement l'un de ces grands milliardaires, l'un de ces Césars actuels, si on veut dire, gagner dans cette lutte-là et probablement émerger comme un genre de futur Auguste, quelque chose que j'avais décrit dans mon livre Le déclin il y a déjà une douzaine d'années. Alors, notre première attitude face à un genre de revirement augustéen de la civilisation européenne ou occidentale, on peut discuter beaucoup de ce terme-là, peut être un certain optimisme, de se dire, Auguste, il met quand même en œuvre une politique de restauration morale, un certain retour à des valeurs religieuses, un certain patriotisme. Donc, au fond, est-ce que ça veut dire que, finalement, la droite, si ce terme a encore un sens, gagnerait? Eh bien, la réponse, ça va être oui et non, car déjà notre vision aussi d'Auguste est une vision souvent très naïve qui le voit surtout comme un genre de défenseur d'une Rome patriotique, conservatrice. Or, quand on lit les textes contemporains et surtout issus de l'historiographie sénatoriale plus tard, on voit très bien l'attitude extrêmement mitigée, surtout de l'élite romaine conservatrice, face à cette révolution conservatrice qui est considérée en grande partie comme inévitable, probablement même nécessaire, mais affecté par une certaine médiocrité, par un certain côté artificiel, par un certain façadisme. Et donc quand on lit, que ce soit Tite-Live, Tacite ou d'autres auteurs, on voit que oui, l'adhésion à l'Empire se fait parce que les guerres civiles, la corruption sénatoriale, etc., c'était encore pire, mais tout en se disant que ce n'est pas vraiment cela. Et nous commençons maintenant à ressentir ce que ça veut dire. Parce que quand nous jetons un regard à travers l'Atlantique, quand on voit la réalité de la prise de pouvoir de Donald Trump, avec d'ailleurs ces proscriptions qu'on voit maintenant avec l'institution Doge qui correspond exactement à un outil de proscription à la romaine, et bien quand on voit la réalité de l'autoprésentation de Donald Trump, de ce christianisme un peu patriotique, superficiel à l'américaine qui est mis en avant, on voit des personnages un peu douteux comme Elon Musk qui d'un côté se présente comme appartenant à la droite, mais d'un autre côté quand même lié par Neuralink et d'autres institutions à des projets transhumanistes extrêmement dangereux, eh bien on voit déjà que ce n'est probablement pas ce que nous voudrions. Ce n'est pas ça finalement notre vision d'un genre de revirement, d'un retour aux sources, d'un genre de retour à un bien commun qui serait digne et qui serait digne de notre passé. Et on a cette impression de se dire oui, mais non, c'est probablement mieux que toute autre alternative, mais c'est quand même pas vraiment ça. Et c'est à peu près ce que les Romains ont dû ressentir avec Auguste. On n'en est qu'au début, mais je crois que nous le sentons déjà que ce genre d'état final de notre civilisation auquel on va assez rapidement ne nous convaincra qu'à moitié. Alors maintenant, se pose évidemment la question, bon, mais tout cela est bien beau, mais quel est notre rôle là-dedans? Finalement, si le futur est écrit, à quoi bon faire encore des réunions? À quoi bon se voir ici, discuter, lutter, etc. Eh bien, d'abord, oui, je crois qu'un tel futur césariste, augustéen, est inévitable. Je crois aussi, en effet, que, disons, l'infantilisation des foules, une certaine déchristianisation, une certaine situation fort dystopique d'un futur État qui sera basé inévitablement sur des systèmes de crédit social, de surveillance, de monnaie purement électronique, d'intelligence artificielle, de robotique. Je crois que tout ça viendra.
je crois qu'il faudra se faire à cela. Je crois qu'en effet, c'est inévitable. Je crois aussi que l'espoir dans un genre de retour à la bonne vieille démocratie de papa ou de grand-papa, c'est quelque chose qu'on peut oublier. On peut le regretter, certes, mais je crois que ça ne reviendra jamais. Donc il y aura un aspect inévitable, mais en même temps, on a encore une certaine marge de manœuvre. Une première marge de manœuvre très importante, c'est évidemment quel système, quelle élite va arriver au sommet du pouvoir. Et là, les 15-20 prochaines années vont certainement voir encore des soubresauts absolument inattendus. Si vous voulez voir des exemples, personne en 49 avant le Christ aurait supposé que quelqu'un comme Octavien sorte de nulle part et devienne un jour Auguste, par exemple. Donc là, on voit la situation, Musk, Trump, tout ça, mais ça peut encore changer énormément dans les prochaines années. Donc, et qui contrôle évidemment, l'élite contrôle ce qui en sortira. Autre question, je crois, qui n'est, je l'espère en tout cas, pas encore tout à fait résolue, c'est qui va porter cet empire, qui va porter finalement cette unification de notre civilisation. Est-ce que le centre de contrôle sera à Washington ? Ou est-ce qu'on a encore quelques petites chances de s'en sortir, nous, en tant qu'Européens, et de ne pas être des vassaux d'autre côté de l'Atlantique, mais d'arriver à une certaine autonomie politique, à garder finalement notre propre indépendance dans le monde multipolaire qui se dessine. Je crois qu'il y a encore quelques dernières petites chances que l'histoire ne soit pas encore écrite. Puis les alliances aussi, les alliances stratégiques et diplomatiques avec nos voisins. Je crois que là aussi, on a encore une certaine marge de manœuvre. Et évidemment aussi, quel genre de christianisme, quel genre finalement d'adhésion à la transcendance sera derrière un tel revirement. Je crois que là aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, travail à faire, comment ? D'abord, il est sûr que d'un point ou d'un autre, on a deux domaines d'action. L'un est forcément politique, c'est sûr, et là il faut vraiment réfléchir beaucoup avant de s'engager dans cette lutte politique et économique, parce que c'est une lutte extrêmement sale, extrêmement dystopique, extrêmement lié au côté sombre, si on veut dire, du pouvoir, qui a une force de corruption absolument incroyable, que même avec la meilleure volonté du monde, quand on rentre là-dedans, c'est extrêmement difficile de ne pas finalement basculer d'un côté qui peut paraître très alléchant et avec tout le pouvoir, toute la puissance qu'il transporte, mais qui peut se faire au péril de nos âmes. Donc c'est un combat où il faut très bien choisir qui a finalement le courage et le cran, les épaules de l'entreprendre. Et puis l'autre domaine, c'est évidemment le domaine de construire déjà maintenant, déjà ici, le monde vers lequel nous voulons tendre, c'est-à-dire construire déjà maintenant des sociétés parallèles, des milieux, des amitiés, des associations, des institutions qui pourront survivre à travers ces orages à venir et façonner le futur, soit activement, soit par leur exemple. Et là, je crois que c'est vraiment un travail essentiel, et pour ça que l'Academia Christiana fait un travail absolument immense et absolument admirable sur le fait d'accélérer, si on veut dire, la création de ces mini-républiques, même si je crois que le mot république n'est probablement pas approprié pour nos buts, pour déjà maintenant organiser un genre de changement identitaire. Mais, et je terminerai peut-être sur ces réflexions-là, tout cela n'a un sens que si nous nous rendons compte que notre devoir n'est finalement pas un devoir politique. Et je crois que c'est essentiel. Le conservatisme est déjà tombé il y a longtemps parce qu'il a accepté
consciemment ou inconsciemment cette idée qu'il était possible de construire une société vaguement harmonieuse, utopique ici. Ce n'est pas le cas. S'il y a bien une chose qui distingue en théorie la gauche et de la droite, c'est que la gauche est matérialiste et espère construire une utopie sociale ici, alors que la droite, au moins selon la définition qu'on devrait adopter, c'est justement qu'il y a autre chose au-delà de la matière et que dès lors, ici, on n'est que dans une phase de transition et que notre but, c'est d'organiser la vie en vue de quelque chose de supérieur. Donc, et j'insiste là-dessus pour dire aussi, pour vous rappeler finalement que votre bonheur, et je dis ça d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire que votre proximité à Dieu, que votre possibilité de devenir pleinement vous-même par la proximité à Dieu ne dépend pas de la politique, ça ne dépend pas du fait qui est le président de la République, ça ne dépend pas à qui appartient X ou qui on va diffuser sur Mars. Votre bonheur, votre épanouissement spirituel, il est là, il est maintenant ici, il est dans vous, il est accessible à chaque moment. N'importe où vous êtes, que vous soyez à l'Élysée ou dans une prison. Finalement, ce combat-là, il est un combat intérieur. Et c'est ça qui doit être, je crois, le combat essentiel. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes patriotes, certains peut-être, mais je crois qu'il faudrait changer radicalement d'approche. Nous sommes patriotes parce que nous sommes chrétiens, parce que nous voulons faire découler notre organisation politique d'ici-bas, de nos convictions et de notre espoir en la transcendance. Et donc, la vie spirituelle devrait avoir absolue précédence aussi dans votre propre approche, autant que possible en tout cas, dans la vie de tous les jours, au-delà maintenant d'une pure lutte pour le pouvoir. Donc, et là, c'est une tâche qui est aussi immense que celle de prendre le pouvoir par les rues, par les grands milliardaires, par les référendums, par les révolutions. Tout ça est très bien, tout ça est important, tout ça permet d'ouvrir socialement la porte vers la transcendance, mais finalement, si vous n'êtes pas au clair dans votre propre fort intérieur, dans votre âme, avec cette transcendance, tout cela ne servira à rien. Et donc, d'une manière ou d'une autre, au-delà du combat politique, il s'agit d'abord de mettre dans le centre le combat pour votre propre salut et évidemment pour celui des gens que vous aimez, qui sont autour de vous, et puis de votre société dans l'ordre Caritatis. Et ce combat-là, finalement, il est toujours possible. Donc il faudra cesser, je crois que c'est très important, cesser de se berner de l'illusion que oui, nous pourrions avoir une certaine félicité, mais il faut d'abord obtenir le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Ce sont deux luttes relativement distinctes et celle pour votre âme, elle est la lutte principale. Merci bien. C'était vous qui rendiez tout cela possible. Cet été, des centaines de jeunes viendront à Academia Christiana pour apprendre à penser, à bâtir, à vivre, à transmettre. Pour prier, se former, se dépasser, pour s'enraciner. Nos universités d'été, nos feux de la Saint-Jean, notre festival du bien commun, c'est toute une jeunesse qu'on veut préparer à servir quelque chose de plus grand qu'elle. La France, la famille, la foi. Mais rien de tout cela ne s'organise tout seul. Chaque session, chaque conférence, chaque veillée a un coût. Location, transport, repas, matériel, sécurité. Tout repose sur notre engagement et sur votre générosité. Alors si vous croyez que notre jeunesse mérite mieux que le vide et le déracinement, soutenez Academia Christiana. Un don, c'est une place offerte, une torche transmise, un avenir éclairé.